1492 marque pour la civilisation occidentale une période charnière dans ce qu'ils ont appelé la découverte du Nouveau Monde. Par qui? Christophe Colomb. Une sorte d'événement incontournable qu'on nous a tous raconté. Cette narration jusqu'à ce jour fait les choux gras dans les écoles et les livres d'histoire, alors qu'elle est totalement contraire à la vérité. Cependant, l'autre question tout aussi intéressante et curieuse est de savoir que faisaient les Africains en 1492. Projecteur. Otep ma Africa Lovers, merci de porter de l'intérêt à notre chaîne. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir Peuple Eben, n'oubliez pas que vous pouvez faire vos dons en cliquant sur le lien PayPal sur la bannière ou en cliquant dans le lien dans la barre de description. Pour revenir à la question de la découverte contre-véridique de l'Amérique par Christophe Colomb, quel intérêt sert-elle? Certainement celle d'une idéologie plus profonde que la soi-disant découverte elle-même. Ce qui est certain, c'est que Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au moment où il arrivait sur les côtes de l'Amérique, cette terre était déjà habitée par les Amérindiens. Ceci dit, on ne peut pas découvrir une terre déjà habitée. Ensuite, de nombreux écrits historiques ont montré qu'avant Colomb, les Celtiques et même les peuples africains avaient déjà traversé l'Atlantique. Si vous voulez savoir comment les Africains ont découvert l'Amérique avant les Européens, je vous invite à découvrir la vidéo qui s'affiche maintenant. Pendant que Christophe Colomb prétendait découvrir l'Amérique, en Afrique de l'Ouest, un souverain connu sous le nom de Aboubacar Keïta, petit-fils de Soundiata Keïta et prédécesseur de Mansa Moussa, est connu pour avoir lancé de nombreuses expéditions dans l'Atlantique en direction de l'Amérique. Si le succès de ces expéditions n'est pas totalement déterminé, Mansa Moussa, son successeur dont les écrits existent encore, parle clairement des ambitions de celui-ci. Ibn Amir Ajib, gouverneur du Caire lors de la visite de Mansa Moussa, a raconté plus tard au savant Al-Oumari ce qu'il avait appris du Mali lors de ses conversations avec Moussa. Dans une de ces conversations, Ibn Amir Ajib avait demandé à Mansa Moussa comment il était devenu roi. Et Moussa avait répondu, « Voici ce qu'il dit à ce sujet. Le roi qui fut mon prédécesseur ne croyait pas qu'il était impossible de découvrir la limite la plus éloignée de l'océan Atlantique et le souhaitait avec véhémence. Alors il équipa 200 navires remplis d'hommes et le même nombre équipés d'or, d'eau et de vivres en quantité suffisante pour les durer des années. Et dit à l'homme chargé de les conduire, « Ne reviens pas avant d'avoir atteint la fin ou que tes vivres et ton eau soient épuisés. » Ils sont partis et un long moment s'est écoulé avant que quelqu'un ne revienne. Puis un navire est revenu et nous avons demandé au capitaine quelles nouvelles ils apportaient. Il a dit, « Oui, ô sultan. Nous avons voyagé pendant longtemps jusqu'à ce qu'apparaisse en pleine mer une rivière avec un courant puissant. Mon navire était le dernier de tous les navires. Les autres navires étaient avancés. Mais quand ils sont arrivés au niveau de cet endroit, ils ne sont pas revenus et on ne les a plus jamais revus et nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. Quant à moi, j'ai fait un détour immédiatement et je ne suis pas entré dans cette rivière. » Mais le sultan ne le crut pas. Alors, le sultan prépara 2000 navires, 1000 pour lui et les hommes qu'il emmenait avec lui, et 1000 pour l'eau et les vivres. Il me laissa le remplacer et s'embarqua sur l'océan Atlantique avec ses hommes. Ce fut la dernière fois que nous l'avons vu, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Et ainsi, je suis devenu roi à part entière. Christopher Colomb lui-même
lors de son troisième voyage, selon ses récits de voyage, a essayé d'établir la véracité des rumeurs selon lesquelles des traces de voyageurs venant d'Afrique avaient été découvertes sur les côtes d'Amérique bien avant que celui-ci n'y arrive. Après avoir remonté le temps un siècle en arrière, revenons maintenant aux années 1492. En 1492, l'empire du Songhai, avec son légendaire roi Soni Ali, est dans sa première phase d'expansion. L'empire Songhai domine littéralement la partie ouest de la savane ouest africaine. Vers 1468 déjà, le roi Soni Ali, alias Soni Alibert, a changé la tactique traditionnelle Songhai de petits raids sporadiques sur ses ennemis en une campagne plus soutenue d'expansion territoriale permanente. Avec une armée équipée de cavalerie blindée et la seule flotte navale d'Afrique du Nord qu'il a déployée sur le fleuve Niger, Soni Ali a pu conquérir la coupe de l'ancien empire du Mali, comme le dit la chronique de Tombouctou de Tariq al-Soudan, un grand savant de l'époque. Loin au sud, un autre empire, l'empire du Bénin, est au clair de son apogée. Son roi conquérant, Oba Ozuluwa, règne sur un puissant empire hérité de son père, le roi Oba Ouare. Lorsque Ouare prend le contrôle du Edo, celui-ci n'est qu'un petit royaume qu'il transforme en un empire puissant et florissant. Il passe cet empire à son fils, le roi Oba Ozuluwa. En 1492, Oba Ozuluwa règne sur l'empire du Bénin, qu'il étend grâce à ses relations avec les Portugais qui viennent aux côtes pour faire du commerce. Pour faciliter ce commerce, il échange des armes à feu modernes qui l'aident à étendre son empire sur les territoires voisins. Après une ère de grande expansion territoriale, l'économie du Bénin s'est rapidement développée et le royaume est devenu le premier exportateur de tissus, de poivre, d'huile de palme et d'ivoire sur la côte atlantique. Au fur et à mesure que le Bénin devenait plus prospère, la monarchie s'intéressait davantage aux arts et c'est à partir de cette période que les artisans béninois produisirent certains des bronzes et des sculptures sur bois les plus célèbres de l'Empire. Plus au sud, en Afrique centrale, 1492 est une année cruciale pour l'Empire du Kanem. Quelques années plus tôt, c'est-à-dire en 1390, l'Empire est défait par les Boulala, un groupe mystérieux qui était peut-être une seule tribu ou un groupe clanique d'éleveurs. Un facteur contributif à la défaite aux mains des Boulala étaient les guerres civiles incessantes qui avaient ravagé le Kanem alors que la famille royale devenait de plus en plus grande et que les relations se disputaient le droit de gouverner. La dynastie régnante du Kanem s'est repliée dans le Bornou et est devenue la régence du Bornou. Parmi eux, Ali Ghazi est devenu l'un des rois les plus puissants de la dynastie des Saïfawas, avec pour capitale désormais Ngazagamo, où Ali Ghazi construisit un palais en 1484. Sous sa direction, l'empire Bornou s'est considérablement étendu vers l'ouest, aboutissant à la conquête de l'état Aoussa de Kano. Il s'est également étendu vers le nord et a cimenté le contrôle de Bornou sur les routes commerciales du nord vers le Fezzan. Le rajeunissement de la dynastie des Saïfawas a été un tel succès qu'au début du XVIe siècle, Ali Ghazi a pu vaincre les Boulala et reprendre Njimi, l'ancienne capitale du Kanem. Les dirigeants de l'empire, cependant, sont restés à Ngazagamu parce que ces terres étaient plus productives sur le plan agricole et mieux adaptées à l'élevage du bétail. Plus au sud, dans le royaume Congo, en 1491, arrivent les missionnaires catholiques portugais dans la région. Ils arrivent à convertir les rois congolais, dont le premier d'entre eux, Nzinga Mbemba, souverain du royaume Congo, se convertit au christianisme et prend le nom de Afonso Ier.
Dans cette même période, de nombreux Congolais, dont le fils de Nzinga lui-même, est envoyé au Portugal pour être prêtre et apprendre le portugais. Plus tard, le Congo finit par adopter le christianisme en le mélangeant à ses traditions pour devenir une religion syncrétique. Si vous voulez connaître l'histoire de l'Empire du Congo, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Le roi Afonso a donné aux Portugais une place privilégiée dans son royaume, ouvrant ainsi la voie à un déclin très prévisible. De nombreux écrits historiques mentionnent comment les Portugais ont aidé Afonso Ier dans des campagnes militaires au nom de la fraternité chrétienne, ce qui leur a valu d'avoir une place de choix auprès de la cour royale. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en cliquant sur le bouton j'aime pour que cette vidéo soit propagée à ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Afrique. Plus au sud de l'Afrique, dans la partie sud de l'actuel Zimbabwe, la dynastie régnante du royaume, dont la fondation est diversement attribuée au roi guerrier Mutapa ou Nyatsimba, a dominé avec succès la région pendant plusieurs années. À la fin du XVe siècle, le roi Matope était considéré comme un roi puissant qui a considérablement élargi le royaume. Le royaume est ainsi connu sous le nom de Mwene Mutapa. Au moment où le fils de Matope, Makambo, monta sur le trône en 1480, le Mwene Mutapa fit face à des troubles croissants parmi les divers gouverneurs provinciaux du royaume et d'autres vassaux. Les rébellions se soulèvent contre Makambo, dont celle de Tchanga, gouverneur d'une province. En 1490, il déclare sa province indépendante de celle du Mwene Mutapa. Il ajoute à son nom Amir, de l'arabe qui veut dire commandant, pour devenir Tchangamire. Tchangamire, avec son royaume le Rosni, est devenue la plus grande puissance d'Afrique centrale jusqu'à sa chute en 1830. Il a été le fer de lance de la résistance contre les Portugais. Au nord-est de l'Afrique, à cette période, règne un roi dont les prouesses militaires étonnent et ont une grande résonance. Le roi Eskander d'Éthiopie. Eskander est reconnu comme celui qui a arrêté l'influence et l'hégémonie islamique dans la région et surtout dans son pays, en Éthiopie. L'accomplissement militaire le plus important d'Eskander a été le pillage de Dakar, la capitale du sultanat islamique d'Adal, en 1478. Malgré cet exploit, alors qu'il conduisait son armée chez lui, la plus grande armée d'Adal sous l'émir Muhammad ibn Azar ad-Din les rattrapa, tuant beaucoup de ses hommes et faisant de nombreux prisonniers. Il est dit qu'Eskander a échappé à la capture que grâce à l'aide d'anges, et ensuite il a construit une église nommée Debere Meshwahe, lieu du sacrifice. Eskander était connu pour avoir une intelligence et une compassion sans limite. Il a eu aussi des influences européennes. Cette influence européenne était perceptible pendant son règne. Dans un manuscrit écrit par Francesco Soriano, daté de 1482, Soriano décrit avoir trouvé 10 Italiens de bonne réputation résidant dans la cour d'Eskander. Certains y vivaient depuis 25 ans. Soriano ajoute que depuis 1480, 7 autres s'étaient rendus à la cour éthiopienne et s'y étaient rendus pour chercher des bijoux et des pierres précieuses. Mais le roi ne leur permettant pas de revenir, ils étaient tous mécontents, bien qu'ils aient tous été bien récompensés, chacun selon son rang. C'est dans les dernières années du règne d'Eskander que Pedro de Cavilham est arrivé en Éthiopie en tant qu'envoyé du roi Jean II du Portugal. Cependant, Cavilham n'a pas été autorisé à retourner au Portugal et a été contraint de vivre ses jours en Éthiopie,
tant que conseiller de confiance des empereurs. Si vous êtes intéressé de savoir quel a été le déclic de la conquête européenne de l'Afrique, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.